Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Action Média, une émission consacrée aux médias et à leur place dans la société. Le premier volet de notre émission est dédié à l'image et aux effets visuels. Nous vous proposons de rentrer dans le vif du sujet avec un reportage mettant à l'honneur un média dans lequel les images s'enchaînent à toute vitesse. Vous l'aurez deviné, nous parlons du cinéma. Nous vous invitons à découvrir cette usine à rêves où les effets spéciaux sont maîtres. Le secteur dans lequel nous on travaille chez Binot, c'est essentiellement le long métrage. Donc les effets spéciaux pour le long métrage, pour le cinéma ou la télévision. Sur un long métrage, les VFX, ça va être par exemple gérer les fonds verts. Donc une séquence de poursuite de voiture. Maintenant, de plus en plus souvent, on tourne ça en studio, donc sur fond vert. Et puis on réintègre les pelures des filmants de paysages, etc. Pour la pub, ça peut être les mêmes choses. Après, il peut y avoir aussi plus des effets un peu spectaculaires, comme des choses avec de la dynamique des fluides, de la reconstruction d'objets aussi, ou de décors en 3D. Déjà en termes de VFX qu'on pourrait faire aux États-Unis ou ici, la différence c'est le type de film sur lequel on travaille. Forcément, nous, on est plus sur des films français, belges, etc., où les effets sont plus discrets. On va pas avoir un robot à la Transformers à faire. Un gros budget en Europe, c'est 20 millions d'euros. Et c'est déjà un énorme budget. Aux États-Unis, on est à 100-150 millions de dollars. Donc, il y a tout de suite une grosse différence. J'espère qu'un jour on pourra aussi faire des films avec de science-fiction avec plein d'effets à la Prometheus ou à la The Guardians of the Galaxy, là, etc. Il y a 5-6 gars qui sont pour l'instant ici, qui ont travaillé sur ce film en Angleterre. Mais ça, c'est la grosse différence, c'est le type d'effet. Le cinéma oscille toujours entre deux grandes forces. D'une part, il y a la force de l'attraction. Il faut faire du spectacle, du show. Il faut en mettre plein la vue. Mais il y a aussi le récit, raconter une histoire. Et entre ces deux forces-là, vous avez toute l'histoire du cinéma qui s'engouffre. L'attraction, la narration. Un bon VFX, c'est déjà pouvoir être parfaitement à l'écoute du réalisateur, c'est-à-dire pouvoir retranscrire l'idée du réalisateur. Ça, c'est quelque chose qui me semble important et ça me semble primordial même. Donc déjà, il faut respecter cette volonté. Ensuite, ce qui fait un bon VFX, évidemment, c'est de trouver déjà les bonnes techniques associées aux résultats attendus pour pouvoir, évidemment, approcher au plus de ce qui est désiré. Je pense que les effets spéciaux appartiennent à un genre de cinéma qui recrée le réel. Il y a deux genres de cinéma. Il y a le cinéma qui essaye d'aller vers le réel. Ce n'est pas forcément du cinéma documentaire, c'est du cinéma, disons, réaliste. Et puis, il y a, au contraire, à l'inverse, le cinéma qui tord le réel vers l'imaginaire du réalisateur et qui essaye de recréer sa propre réalité. À partir du moment où on est dans ce genre-là de cinéma qui a été initié par Méliès et qui va jusqu'à George Lucas, La Guerre des Étoiles, ou en Belgique, Jaco van der Maal qui fait des films poético-fantastico-réalistes, on a inévitablement besoin d'effets spéciaux. Donc, les effets spéciaux sont en quelque sorte un outil qui doivent idéalement être au service de l'imaginaire du réalisateur. Un effet spécial, ça peut marcher. Quand un effet sur le film, ou un ou deux qui est perceptible, ça marche. Mais dès le moment où cet effet attire l'attention, on est paumé dans le récit, on est disjoncté dans le récit. Et donc, on perd le fil des personnages, par exemple. Dans l'autre camp, je pense à Avatar, par exemple, cette lignée-là, on est plutôt dans l'idée il faut intégrer ces effets-là pour avoir le souffle narratif qui passe à travers tout. Et les effets spéciaux deviennent une sorte de huilage du récit. Chez Pixar ou chez Weta ou chez Industrial Light and Magic, chez Lucas, ils ne se prennent pas pour des artistes, ce sont des artisans qui essayent de faire le mieux leur boulot pour servir le film en définitive et idéalement raconter une bonne histoire. La vraie forme d'art, ça reste quand même le film définitif. Un cinéaste finalement assez paresseux va se reposer beaucoup sur les effets spéciaux en disant je peux effectivement montrer toute une attaque d'aliens. Le problème, c'est que ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de provoquer l'imaginaire et que le spectateur, quelque part, comble les ellipses du film. C'est
infiniment plus fort. Il y a un travail qui se met en place dès le début, à l'écriture ou juste après l'écriture lors de la lecture du scénario. Nous, en général, on va repérer les plans compliqués et c'est là qu'on va mettre en place tout un dialogue avec tous les corps de métier pour anticiper un maximum de problèmes. Il ne faut quand même pas oublier qu'à la prise de vue, même si on est là pour faire des effets digitaux, il y a quand même beaucoup de choses encore qui à la prise de vue sont plus intéressantes. Mais donc il y a toujours un rapport ambigu et particulier de l'image avec la réalité. On ne sait vraiment plus distinguer ce qui est l'image graphique, l'image dessinée, l'image photoshopée, l'image captée. Tout ça se mélange dans une sorte d'hybride iconique qui est la résultante du numérique. Donc nouveau statut de l'image. Ça veut dire que les images sont à décoder, sont à comprendre, et donc il faut des analyses de l'image. Mais aussi, je crois que l'avantage du numérique, c'est qu'il favorise les pratiques, et je crois que la pratique de l'image, travailler Photoshop par exemple, c'est très éducatif en fait. C'est vraiment très intéressant pour l'éducation aux images, parce que ça montre à quel point une image peut être travaillée, construite, et donc, a fortiori, il faut essayer d'avoir des moyens de la faire comprendre. Et je pense, par exemple, en éducation, quand vous voyez les humanités aujourd'hui, 90%, c'est encore le texte écrit, alors que tous les ados consomment d'abord de l'image. Mais apprendre ce qu'est une image, comment elle fonctionne, c'est presque rien. Même pas 10% de tout le cursus d'humanité. Donc on est des analphabètes de l'image, si je puis dire. Des effets spéciaux à vous couper le souffle et un savoir-faire made in Belgium. L'image se pare de ses plus beaux atouts mais ne nous livre pas tous ses secrets. Sa présence s'intensifie avec les smartphones, avec les tablettes, et face à elle, nous ne sommes plus seulement des spectateurs, mais aussi des producteurs. Des producteurs en passe de devenir des retoucheurs en herbe. D'un simple recadrage à une refonte de notre propre visage, chacun a au moins une fois retouché sa photo. Plus que jamais, l'image a pris une importance déterminante dans nos vies. Avant, elle servait à vendre un produit, maintenant elle sert à nous vendre, aux autres. Petite mise au point sur l'image et sur ce que nous en faisons. Dans un monde qui se base véritablement sur le factice. On présente des images fausses. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes ont la dent dure contre Photoshop, ce que je peux parfaitement comprendre. Photoshop n'est pas du tout un danger. Photoshop, comme tous les outils, il peut être bien utilisé et mal utilisé. Les images imposent une espèce de modèle dominant, d'autant plus quand on est dans la publicité qui présente toujours un monde désirable, associé à ces corps qu'on va dire parfaits. Il y aura l'idée selon laquelle la vie est parfaite, la consommation est parfaite et l'objet vendu est parfait aussi. Je pense qu'on fait des mauvais procès à la pub pour ça. Elle ne crée aucune mode, elle utilise ce qui se passe dans la société. Et s'il n'y avait pas de pub, ben tous les modèles sociétals qu'on connaît, ils existeraient quand même. On peut s'imaginer qu'à partir du moment où vous voyez de manière récurrente des modèles photos dans les publicités qui affichent telle minceur impossible, on va avoir tendance à considérer que effectivement c'est comme ça qu'il faut être, mais il y a des évolutions, il y a des mouvements aussi dans la société qui font que le corps de la femme dans la publicité évolue énormément. Donc on n'a jamais eu un corps idéal de la femme dans la publicité. On a eu un corps idéal au moment où la société elle-même générait ce corps idéal. La pub, c'est en gros un amplificateur de société. Donc si vous voulez changer la société, vous changerez la pub. Je prends un exemple, dans les années 80, on était dans le culte de la performance, c'était un peu les années tapis, et les femmes dans la publicité avaient des épaules extrêmement larges et des épaules de sportives. Donc à ce moment-là, on pouvait considérer qu'on devait tous ressembler à des sportives. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont extrêmement filiformes, avec généralement une poitrine relativement opulente par ailleurs. Donc ça, c'est un peu le modèle idéal du corps féminin d'aujourd'hui. Donc ça inspire forcément aussi les gens, ou les femmes en l'occurrence, qui
qui sont soumises, qui sont exposées à ce genre d'image. Mais donc, ça va changer, ça. Il n'y a pas un diktat établi une fois pour toutes sur telle typologie du corps féminin ou du corps masculin. Par ailleurs, le corps masculin, dans les photos publicitaires, doit être imberbe, et donc on va le retoucher aussi. Dans le temps, on utilisait naturellement beaucoup la retouche, les studios dans la publicité traditionnelle. Mais si vous voulez, maintenant, c'est encore plus important puisque l'image est digitale et qu'une image shootée, finalement, c'est rien. Ça va vite. Dans le temps, il fallait appeler un photographe, Là, maintenant, il y a des images qui circulent, on peut les retoucher comme on veut, etc. Donc la nature même du phénomène est plus importante encore. Aujourd'hui, avec le selfie, avec les appareils photo numériques, avec la fonction reverse, notamment sur certains de ces appareils photo numériques, mais aussi avec la capacité de retoucher soi-même les photos, c'est quand même la première fois historiquement, la première fois que tout le monde, chaque individu peut avoir la maîtrise de sa propre image. Une pratique qui serait excessive de la retouche image, si elle n'est pas contextualisée dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'humour ou du second degré, etc., se voit extrêmement vite sanctionnée si on la partage sur les réseaux, par les autres utilisateurs. Je pense qu'il est vraiment assez délicat d'utiliser son image comme peuvent le faire par exemple les vedettes de cinéma, etc. On est vite l'objet des moqueries des autres. Donc l'inflation narcissique, en l'occurrence, elle est quand même pas si évidente que ça. Voilà, ça va être vite, à mon avis, sanctionné, critiqué par les autres, en réalité. À propos des réseaux sociaux et de la diffusion des images dans les réseaux sociaux, on parle souvent de la question du narcissisme. Je voudrais juste apporter une nuance par rapport à ça. C'est que quand on parle du mythe de Narcisse, on fait référence à quelque chose de bien précis, qui est un individu qui se regarde, se contemple, dans une petite mare d'eau et qui se plaît de ce reflet, d'ailleurs qui va finir par mourir noyé dans ce reflet. Ça, c'est le mythe Narcisse original. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de totalement différent. Effectivement, on se contemple, on se regarde, on s'admire, on peut l'admettre, mais on a besoin des autres pour se regarder, se contempler, s'admirer, etc. Donc, ça n'est plus le mythe du pur narcisse, c'est devenu une espèce de narcissisme social. Pour exister, j'ai besoin du regard des autres. Le fait de prendre des images de soi et de les poster sur les réseaux, c'est aussi une manière de rester en contact avec les autres parce que sur les réseaux, il faut les alimenter avec du matériel, avec des informations, des données, notamment des données personnelles, et que les selfies font partie du matériel, très concrètement aussi, qui permettent d'alimenter ces contacts. Aujourd'hui, c'est la première fois que l'individu a une telle importance dans la société. Et même avec ces infrastructures, cette technologie, c'est la première fois où l'individu peut jouer avec son identité. C'est une espèce d'identité liquide ou extrêmement mobile. Je ne suis plus ce que je suis, mais je suis ce que je peux être à travers les modifications par l'image, à travers les différents stades identitaires que je vais porter ici ou ailleurs dans les réseaux sociaux. Dès lors, les jeunes, et les moins jeunes, jouent davantage avec cette image parce qu'ils peuvent se dire quelque part, mais ce n'est de toute façon pas moi, c'est une des images que je projette vers vous, spectateurs, mais mon identité, vous savez, elle est tout à fait personnelle, je tente de la maîtriser, je sais qui je suis, mais je joue à la petite écolière, je joue au grand sportif, je joue à la rockstar, etc., etc. Et finalement, ce sont toute une série de tests, de propositions que je fais qui font une espèce d'identité patchwork, de puzzle. Et c'est en ça que pour certains jeunes, et moins jeunes donc, cette image se dissocie en quelque sorte assez facilement de l'être. Des images, encore des images, toujours des images. Reflets de notre société et de nous-mêmes, elles occupent un espace toujours plus important. À l'heure où les images sont utilisées pour vendre un produit, présenter une personne ou pour donner à voir une réalité des faits plutôt qu'une autre, il est plus que temps d'aiguiser notre regard dès le plus jeune âge.
Nous vous proposons un reportage sur un secteur dont l'ambition est justement d'éveiller et d'accompagner chaque individu dans l'apprentissage des médias en tout genre. Focus sur l'éducation aux médias, un secteur aux enjeux de taille. L'éducation aux médias consiste d'abord à donner accès aux médias à l'ensemble de la population. Alors donner accès aux médias, il y a bien sûr les médias traditionnels, la presse, la télévision, la radio, etc. Mais il y a aussi les nouveaux médias, les réseaux sociaux, Internet, etc. auxquels en général de plus en plus de gens ont accès, mais ce n'est pas évident pour l'ensemble de la population. Nous coordonnons et nous collaborons aussi avec les 3 centres de ressources en éducation aux médias. Nous travaillons avec eux, nous rencontrons les enseignants avec eux, nous réfléchissons avec eux et bien sûr nous menons l'ensemble de nos projets en concertation avec eux. Les objectifs de l'éducation aux médias, c'est d'une part de développer l'esprit critique par rapport aux médias, en étant capable de comprendre comment ils fonctionnent, de voir quelles sont leurs limites, quels sont leurs avantages, d'avoir un regard distancié par rapport à ces outils-là. Et puis d'autre part, d'être capable de les utiliser pour communiquer, pour s'exprimer, pour échanger avec d'autres. On se centre sur les enseignants pour former les enseignants, pour qu'eux puissent former les jeunes. Et donc on va assez peu nous-mêmes dans les classes parce qu'on n'a pas assez de ressources humaines pour le faire. On se dit qu'en formant les enseignants, un enseignant qui est formé pendant 10 ans, 20 ans, il va pouvoir alors former les jeunes dont il est responsable. L'éducation média prend sa place, progressivement se fait davantage connaître et c'est déjà un élément important. Alors c'est vrai qu'ACMJ, qui est une organisation de jeunesse qui a redémarré il y a quelques années, fournit un travail que nous, on n'avait pas toujours l'occasion de fournir, donc c'est une très bonne chose, on a une bonne complémentarité. Et donc eux sont vraiment spécialisés dans l'animation des jeunes. Nous travaillons globalement plutôt au niveau des adultes. Action Ciné Média Jeunes, c'est une association d'éducation aux médias. On fait de l'éducation aux médias par la pratique avant tout. Nous, notre logique, c'est de dire qu'à partir du moment où le jeune peut se positionner en tant que producteur de médias, après une analyse relativement succincte, c'est vrai, mais une analyse quand même, le fait de se placer en tant que producteur de médias, ça va l'aider à mieux comprendre les médias. Donc c'est vraiment par la pratique, par la production lui-même, qui va mieux saisir, mieux appréhender les médias, qui vont lui servir, lui, d'outils d'expression. Après un an, par exemple, où on les suit, où on les encadre, ce qu'on espère qu'ils acquièrent, donc voilà, on a l'occasion, comme on les forme sur le long terme, on a l'occasion d'évaluer, mais ce qu'on espère, c'est qu'ils aient un œil en fait beaucoup plus critique sur les images qu'eux consomment, mais qu'eux produisent aussi, puisque aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes sont producteurs aussi de médias, et donc l'enjeu est double. Donc maintenant, on espère qu'ils sont un peu plus curieux déjà et plus critiques. On a mis en place un master spécialisé qui est orienté vers notamment des enseignants qui souhaitent compléter leur formation initiale en se spécialisant en éducation aux médias. Nos enseignements ici, on forme des professionnels spécialisés, donc on va beaucoup plus loin que simplement leur donner quelques conseils. On travaille avec eux, on développe leurs compétences à la fois médiatiques, en analyse des médias, leurs compétences en production médiatique et leurs compétences pédagogiques, parce qu'il ne suffit pas de maîtriser soi-même parfaitement l'analyse critique des médias ou la production, il faut encore être capable de transférer ces apprentissages dans des dispositifs éducatifs. Nous lançons chaque année un appel à projet sur un thème. Cette année, c'est s'informer, informer. Les écoles répondent à cet appel à projet qu'ils ont envie de mener en nous remettant un dossier et nous sélectionnons parmi la trentaine de candidats chaque année, nous sélectionnons 10 projets. Nous avons fait en parallèle un journal écrit et un journal télévisuel, on va dire, justement d'actualité, que l'enfant puisse aller chercher lui-même les réponses à ces questions d'actualité. Donc maintenant, on n'a plus le choix, les enfants, ils posent des questions. La dernière question que j'ai eue ici, il n'y a pas très longtemps, c'est « Ah, notre Premier ministre, il est suédois ». Donc, non, il n'est pas suédois. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il est suédois? J'ai lu dans le journal, j'ai entendu dans le journal qui parlait de Suédois, de Suède. Alors j'ai dû expliquer, évidemment, on a dû essayer de rechercher pourquoi est-ce que les journalistes parlaient de suédoise.
et refaire le drapeau de Suède et voilà et parler des partis politiques. Alors on termine la journée par une remise des prix, des lauréats de cet appel à projet pour, je dirais, mettre la cerise sur le gâteau. Mais donc l'idée, c'est d'avoir aussi un point d'attention dans les milieux éducatifs par cette thématisation d'une journée avec le soutien du Salon de l'éducation pour amener d'autres spécialistes de l'éducation à s'intéresser à ce domaine-là. Donc c'est une opération aussi de visibilisation des acteurs, un lieu de rassemblement où voilà, une série de gens très actifs dans le secteur seront présents. Créer, pratiquer, s'interroger. Autant d'actes que tout un chacun peut entreprendre dès aujourd'hui. L'image et ses médias sont ce que nous en faisons. Raison de plus pour comprendre et apprendre. Un regard critique, des citoyens actifs face aux images et aux flux d'informations incessants, voilà le véritable enjeu auquel nous devons faire face. Notre prochaine émission se penchera davantage sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Ask.fm et j'en passe. Véritable révolution en matière de communication, ils sont synonymes de partage, oui, mais pas seulement. Les réseaux sociaux, que savez-vous d'eux? Et eux, que savent-ils de vous? Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, à très bientôt.